Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire avec le témoignage de Jean-Jacques Montfort, donc créateur du restaurant Brut à Saint-Brieuc. Donc je m'appelle Mathieu, je vais vous faire une courte présentation de l'outil avant de passer la main à Stéphanie qui sera votre animatrice là pendant une heure puisque le webinaire va durer de 14 heures à 15 heures. Donc à 15 heures, on pourra toutes et tous vous libérer. Donc la petite pause technique avant de démarrer ce webinaire-là. Donc juste pour information, on est bien sur un webinaire, donc on vous voit en tout cas interagir à l'écrit, mais on ne vous verra pas via votre visio et on ne vous entendra pas. Donc on va vous demander d'interagir plutôt à l'écrit. Pour ça, il y a deux petites options à connaître. Donc c'est en haut à droite de votre écran, vous avez l'onglet chat. Donc, on voit que certaines personnes ont commencé à nous dire bonjour. Donc, bonjour Lisa, bonjour Manuela, bonjour Guillaume. Donc, voilà, vous avez commencé à saisir un peu l'aspect de la partie chat. Sur cette partie-là, nous, on ne va pas trop interagir. On va vous laisser vraiment ressenti, ce que vous avez envie de nous dire. Par contre, si vous avez des questions, et c'est là où on va vous demander d'être vigilant, c'est plutôt d'aller sur la deuxième partie, le deuxième onglet, qui est l'onglet questions, où là, vous allez pouvoir nous poser des questions, en tout cas poser des questions à Jean-Jacques, puisque le but, ça va être tout simplement de l'interviewer, de lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser. Donc, je veux bien un volontaire ou une volontaire pour poser une question. S'il y a quelqu'un qui a vu l'option, l'onglet questions en haut à droite, donc juste à côté de la partie chat, vous avez l'onglet questions. Moi, je peux pas, on peut pas s'en poser à nous-mêmes, donc je peux pas vous montrer. Il faudrait que quelqu'un en pose une. Je ne sais pas si quelqu'un. Ah, c'est bon, on en a une. Donc Valérie, donc qui nous dit bonjour. Donc bonjour Valérie. Donc c'est bien c'est cette partie-là que vous allez pouvoir. Combien serons-nous aujourd'hui? On est à peu près. Il y a 150, 160 inscrits. Là, vous êtes 111 aujourd'hui. Donc, vous voyez, nous, on va pouvoir voir vos questions, puis vous pouvez voter pour les questions. Par exemple, la question de Bénédicte, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vous avez une petite coche, une forme de petit triangle qui va vous permettre de voter pour les questions de chacun. Ça veut dire que si vous trouvez que la question de Bénédicte, elle est intéressante, eh ben, allez-y, votez pour la question de Bénédicte. Vous voyez, là, il y a quatre personnes qui ont voté pour sa question. Il y en a une autre qui a celle d'Audrey 7, vous voyez. Qu'est-ce qu'est le restaurant Brut, Jean-Jacques? Donc, il va, j'imagine, nous répondre pendant l'heure d'entretien. Donc, je pense que vous avez commencé à la technique de ces deux onglets-là. Donc, partie de chat, libre à vous de, en étant bienveillant, bien évidemment, d'échanger librement sur cette partie-là. Nous, on n'ira pas trop fouiller. Par contre, sur la partie questions, vous allez voir, Estelle et moi-même, on va aller chercher des questions et on va pouvoir les poser à travers Stéphanie qui pourra, elle, les reposer à Jean-Jacques, où on se permettra d'interrompre Stéphanie, de les poser directement également à Jean-Jacques. Et on répondra à certaines éventuellement à l'écrit quand c'est des questions qui permettent une réponse à l'écrit de manière assez facile, assez synthétique. On ne répondra pas à toutes les questions, surtout s'il y en a beaucoup. On va surtout se concentrer sur les questions qui nous paraissent, nous, les plus essentielles et les plus importantes par rapport au parcours de Jean-Jacques. Donc, on s'excuse par avance si on ne répond pas à toutes vos questions. Si vous en avez des très précises auxquelles on n'aurait pas pu répondre, n'hésitez pas à les garder sous le coude et à pouvoir les reposer à votre référent, donc BGE ou Catalyst, qui vous accompagne dans le cadre de votre accompagnement. Donc, pas hésiter à leur reposer à ce moment-là. Sachez aussi que si vous avez des problèmes techniques, vous avez tout simplement en bas à gauche de votre écran, vous avez un petit point d'interrogation, il y a marqué aide. Et quand vous cliquez dessus, il y a une petite fenêtre, un petit pop-up qui s'ouvre et qui vous explique en 4-5 points comment résoudre éventuellement des problèmes techniques. Par avance, on s'excuse aussi si vous avez des gros soucis techniques, des pertes de connexion, des problèmes de son, ce genre de choses, et que malheureusement, la partie aide, là en bas à gauche, ne vous aide pas à résoudre ces problèmes-là. On ne pourra pas non plus nous intervenir. Là, vous êtes trop nombreux aujourd'hui pour qu'on puisse résoudre les cas individuels de problèmes techniques purs. Par contre, sachez que toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire, donc vous, mais aussi les gens qui se sont inscrits, qui ne sont pas encore venus, pas encore arrivés, ou les personnes qui vont avoir une perte de connexion, vous aurez automatiquement à la fin de ce webinaire-là, donc à 15h01, vous aurez un rappel par mail où vous aurez le lien du replay dans son intégralité. C'est-à-dire que si dans 10 minutes, vous avez un problème de connexion, vous devez nous quitter, vous pourrez quand même accéder au replay, donc à l'enregistrement du webinaire à travers le mail qui vous sera envoyé, je vous dis, 2-3 minutes après la fin de ce webinaire-là. Je pense que j'ai fait le tour sur l'aspect technique. En tout cas, je vois pas de choses dans vos interactions là à l'écrit, la partie de chat ou questions qui m'interpellent sur ce point. Donc, je vais juste me présenter rapidement, puis je passerai la main à mes collègues et confrères. Et puis, je vous dirai pas au revoir, mais je vais disparaître, en tout cas visuellement de l'écran, puisque je serai plutôt sur la partie à l'écrit. Donc, je risque de peut-être pas réintervenir à l'oral. Donc, en tout cas, je vous le dis là oralement. Donc, bon webinaire.
Et puis, on se revoit après. Ah oui, j'ai oublié de me présenter, pardon. Donc, Mathieu, moi, je suis chargé de mission à la BGE en Ille-et-Vilaine. Donc, je suis un peu l'homologue de Stéphanie et Estelle. Donc, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise, du suivi dirigeant, pas mal de choses autour de l'entrepreneuriat. Donc, merci. Puis, bon webinaire. Estelle, peut-être? Oui. Donc, Estelle Michino, conseillère en création reprise d'entreprise en Côte d'Armor. Donc, Stéphanie Lagarès, donc conseillère également en création d'entreprise, toujours dans les Côtes d'Armor aussi. Jean-Jacques, oui, on va passer à toi. Jean-Jacques Montfort, donc restaurateur à Saint-Brieuc. Ok, bon. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, en fait, voilà, vous allez voir que je vais tutoyer Jean-Jacques parce que j'ai la chance de pouvoir le connaître de manière amicale. Et je suis ravie en fait de te faire participer aujourd'hui, de faire partager ton expérience. Parce que je connais ton parcours. Justement, est-ce que tu veux bien nous expliquer en quelques mots quel est ton parcours? Donc moi, ma première entreprise, je l'ai créée à 21 ans. Ça n'avait rien à voir avec la restauration. J'ai créé 2 entreprises, une pour aider les gens à partir à l'étranger, une autre en création de site internet. 2002, remise en cause de toute ma vie et vraiment, j'ai voulu, je me suis posé les bonnes questions, savoir qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Et c'était la restauration. Donc, j'ai obtenu mon examen et 2003, premier restaurant créé. Et après, donc, 3 autres restaurants. Alors, juste parce que je l'ai vu circuler dans le chat, est-ce que tu peux juste nous dire où est aujourd'hui ton restaurant? Puisque ça a l'air d'être une question. Saint-Brieuc, rue de Gouette, donc le cœur historique de Saint-Brieuc. C'est niché dans une maison à Colombage de 1649. Ok, oui, très, très beau bâtiment d'ailleurs. Je crois que ça faisait partie des questions dans le chat, c'est qu'est-ce qu'exactement le restaurant brut? Quelle est sa spécialité peut-être ou le positionnement? On va parler du positionnement. On va appeler ça donc de la semi-gastronomie, parce que je trouve que gastronomie, c'est quand on dit restaurant gastronomique, je trouve ça un peu pompeux. Donc c'est semi-gastronomique, c'est des produits, c'est une carte très courte, des produits frais, des produits bruts. Je me fournis chez 42 petits producteurs. Donc, c'est vraiment essayer de jouer là-dessus, quoi. Quelque chose de vraiment le plus brut possible. On dénature vraiment pas le produit, c'est pour ça que ça s'appelle brut aussi. Ok. Justement, ça me permet, parce que ça faisait partie des questions qu'on avait anticipées. Donc, en 2020, tu as fait comme tout le monde, tu as vu le Covid arriver. Ça a affecté comment ton entreprise en début de crise? En début de crise, ça a été très dur parce que moi, je venais de déménager un restaurant. Je suis passé d'un 20 couverts à 60 couverts au mois de début novembre. Donc, quand mi-mars, on nous a demandé de fermer en 4 heures, ça a été assez violent. Les premières aides n'ont pas été à la hauteur. C'est vrai qu'on s'est débrouillé, on a fait de l'emporter, on a communiqué, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de s'en sortir. Et on n'a pas fait de PGE parce que je trouvais ça relativement dangereux. Donc, c'est vrai que le premier nous a bien formés. Le deuxième est beaucoup plus simple. C'est vrai qu'on a des aides conséquentes aujourd'hui. On fait de l'emporter. On continue quand même à bien travailler malgré tout, puisque j'ai une progression à plus de 2 chiffres. Donc, c'est vrai que c'est quand même en étant qu'en emporté. Donc, pour l'instant, ça m'a apporté beaucoup ce confinement-là, puisque j'ai beaucoup de temps. Pour moi, j'ai beaucoup de temps pour créer, j'ai beaucoup de temps pour m'occuper de choses que je disais je ferai plus tard. Et maintenant, je le fais. Voilà. Ok. Merci. Et du coup, je sais que tu as développé ton équipe aussi à cette période particulière. Comment tu t'y es pris pour les former? Est-ce que tu as utilisé la formation à distance? Comment tu t'y es pris sur cette nouvelle manière de travailler? Déjà, pour fédérer un peu les équipes, c'est vrai que je les fais venir une fois par semaine. C'est super important parce qu'on a un métier où c'est l'humain qui est au centre de tout. Donc, les préparations, c'est vrai qu'on les fait tous ensemble. Les essais, on les fait tous ensemble. Même ma serveuse vient nous aider à éplucher les carottes et à éplucher les pommes de terre, parce que c'est aussi très, très important. Une fois par semaine, là, en ce moment, on fait des visites chez nos producteurs pour fédérer vraiment cette équipe-là. Et là, j'ai mis en place donc des formations qui vont être en présentiel parce que sur le vin en distanciel, c'est un peu compliqué. Sur la cuisine, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc
tout début mai, ils auront chacun des formations par rapport aux petits points que je trouve à améliorer, quoi. Ok. Je vois les questions qui circulent aussi dans le chat, hein, qui reviennent régulièrement. Est-ce que tu as eu des aides ou des apports par rapport à ta création de ton restaurant? La création, j'ai utilisé mon argent personnel. Déjà, il fallait avoir un bon apport de toute façon, c'est le nerf de la guerre. La restauration, le financement de la restauration sur Saint-Brieuc reste assez compliqué aujourd'hui. C'est un secteur qui est plutôt en crise et qui était même en crise avant même le Covid. Donc c'est vrai que les financements bancaires, c'était un peu compliqué à avoir. Donc j'ai eu l'aide de Pôle emploi, l'ACRE. Ça m'a vraiment bien servi. Puis surtout, voilà, les copains pour les travaux, les choses comme ça. Voilà. On a réussi à créer d'abord, parce que c'était un petit restaurant. C'est vrai que c'était 20 couverts, c'était pas important. Donc c'est vrai que j'avais besoin de pas grand chose. Donc puis je me suis fait vraiment aider, ouais. Alors, je vois qu'il y a une petite question qui remonte, en fait. Est-ce que tu as rencontré, en fait, des difficultés plus importantes, en tout cas, au stade plutôt où tu étais en phase de travail sur l'idée, entre l'idée et la concrétisation du projet, le moment où voilà. Est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière? L'idée c'était Maxime. L'idée a été longue, l'accouchement a été compliqué, difficile. C'est vrai que je sortais d'un échec professionnel. J'avais liquidé un précédent restaurant, c'est quelque chose qui me marque énormément. C'est vrai que il a fallu d'abord que je trouve d'abord la motivation pour rebondir. Et puis l'envie, ça vient, puis parfois ça part, puis ça revient, puis ça repart. Donc c'est vrai qu'il a vraiment fait que je me motive. Et à un moment donné, j'ai été face au mur, de toute façon. Je me suis dit, je sais faire que ça. J'ai envie de créer, de toute façon, je sais faire que ça. Ça va peut-être être encore un échec, parce que dans la vie d'un chef d'entreprise, il n'y a pas que des réussites, malheureusement. Et c'est vrai que là, je me suis posé les bonnes questions. Ça a commencé tout de suite à germer l'idée. Et puis, je me suis posé les questions après quasiment quand même 15 ans de restauration. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas? Je ne voulais pas travailler le dimanche. Je ne voulais plus faire des horaires en coupure. Je voulais travailler que des produits frais. Voilà. Et donc, petit à petit, ça s'est mis en place. Une partie s'est mise en place avant la création, une partie après la création, bien évidemment. Je suis parti avec un statut d'abord d'entreprise individuelle, puis société juste derrière. Et puis voilà, ça a été lancé, puis ça a été exponentiel. Justement, tu permets de rebondir parce que comme je connais bien ce que tu proposes, au niveau de ta communication, je pense que tu as fait un travail aussi très important là-dessus. Comment tu t'y as pris pour créer cette identité-là particulière de Brut le restaurant? Qu'est-ce qui t'a animé? Ma communication, c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de voir quand moi je vais sur les réseaux, qu'est-ce que j'ai envie de voir quand moi j'ai essayé de faire vraiment de faire une communication positive, et notamment pendant la crise. Quasiment chaque fermeture m'a rapporté aux alentours de 1000 personnes sur ma page Facebook, qui est vraiment, je dirais, mon axe de communication, parce que ça s'adresse à des gens ça s'adresse à mes consommateurs, tout simplement. Et justement, c'est qui tes consommateurs? C'est des gens qui ont entre 30 ans, et quelques-uns sont un petit peu en dessous, bien sûr, mais entre 30 ans et 70 ans. 70 ans. Je suis trop, je pense, rock'n'roll pour les gens qui sont vraiment plus âgés. Vu que je ne fais pas de compromis non plus, c'est aussi le côté brut. On ne fait pas de compromis, on ne change pas les accompagnements, on ne change pas voilà, sauf bien sûr en cas d'allergie. Mais on impose beaucoup de choses. Il n'y a pas de ketchup, il n'y a pas de maillot sur tes tables. Non. Puis il n'y a pas de menu enfant. Si un enfant veut manger, il choisit dans la carte, on lui fait une demi-portion. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment, et puis il n'y a pas de produits que moi je n'aime pas. J'aime pas les huîtres, je ne travaillerai jamais d'huîtres. J'aime pas la banane, je ne travaillerai jamais de banane. Voilà, c'est brut, quoi. Alors moi, j'aurais une petite question en fait par rapport au choix du statut juridique. Tu disais que donc tu avais commencé en entreprise individuelle, puis après passage en société. Alors qu'est-ce qui a décidé peut-être ce changement de statut? Et puis quels ont été les critères en fait pour choisir le statut? Qu'est-ce qui a nécessité peut-être? Est-ce qu'il y a eu un déclic pour ce changement-là?
Non, le déclic, c'était simplement quand j'ai créé la société, j'ai eu un petit souci sur les papiers de mon propriétaire de mon local. Il n'arrivait pas à me fournir ce que je voulais. C'était urgent que je crée ma structure, notamment pour les aides Pôle emploi. Donc, c'est vrai qu'il a fallu que je me précipite. Et c'est vrai que j'ai fait d'abord l'entreprise individuelle parce qu'en une journée, c'est fait. Mais si j'avais eu tous les éléments, je me serais directement mis en société parce que malgré tout, ça nous protège quand même. Ça fait un peu plus sérieux d'avoir aussi une société. Et puis c'est pas difficile à gérer, quoi. C'est pas difficile à gérer. Ouais, avec ton parcours, effectivement, je suis pas inquiète pour toi. Aujourd'hui, c'est quoi que tu préfères dans ton activité? La rencontre avec mes fournisseurs et la relation humaine que j'ai aussi avec mes équipes. Et le partage avec la clientèle. Ça, c'est quelque chose c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme. J'ai vraiment une très, très belle communauté. Ça fait vraiment chaud au cœur. Dès que je fais quelque chose, ça marche. Donc, c'était pas toujours le cas avant. Parfois, j'ai fait des choses qui ont vraiment pas marché dans ma vie. Et là, c'est vrai que du coup, ça rassure aussi. Et puis bon, c'est vrai qu'avec cette période-là, on n'a jamais cassé le lien, quoi. C'est vrai que les gens m'ont toujours suivi, de plus en plus nombreux. Je dois être un des restaurants, je pense, sur Saint-Brieuc aujourd'hui avec 4000 abonnés sur ma page, qui doit être, je pense, un des plus importants. Mais c'est aussi parce qu'on communique de façon aussi très positive. Alors, c'est pas pour être bini-oui, hein, c'est pas pour. Mais c'est vrai que je trouve que l'ambiance est suffisamment mortifère. Alors, si en plus on peut donner un petit peu de bonheur, faire des photos des plats, leur expliquer ce qu'on fait, quand on va voir les bufflons, quand on va cueillir des pissenlits, quand on va cueillir de l'ail des ours, je trouve que ça donne un petit peu une petite bouffée d'air et je trouve ça assez sympa. Justement, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce que c'est qu'exactement ton métier et aussi c'est quoi ton quotidien, la réalité de ton quotidien? Parce qu'entre ce que on peut imaginer du métier de restaurateur, où on vous voit derrière les cuisines, on vous voit faire des grands sourires pour les gens et dire bonjour et merci et j'espère que ça vous a plu. C'est quoi la réalité de ton métier? La réalité de mon métier, c'est avec des salariés, du coup, c'est quand même pas mal de gestion malgré tout. Ça ne prend pas non plus des heures et des heures. Hein. Faut pas, voilà, ça me prend, puis je suis accompagné avec un comptable. Ça, c'est vraiment la base de tout. Avoir un bon expert comptable. Ça, et puis avoir avoir quelqu'un qui humainement, ça se passe bien. C'est pas, voilà. Donc ça me prend quelques heures par semaine. C'est aussi aller voir mes producteurs, les appeler, passer des commandes. Ça prend du temps. Moi, le mardi, parce que moi, mon restaurant est ouvert du mardi au samedi uniquement le soir. Donc le mardi, c'est ma plus grosse journée parce que je fais le tour des fournisseurs. Donc je fais entre 250 et 300 km. Et je vais à la rencontre, je cherche de nouveaux produits, de nouvelles idées de recettes. Je fais du management, bien évidemment, avec mes salariés. Je fais une partie de ménage aussi. Je fais une partie, on fait, disons qu'on est un petit peu, quand on est chef d'entreprise, on a un couteau suisse. On fait notre métier, mais on ne fait pas que ça. On a toute la partie administrative et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est quelque chose que je détestais. C'est peut-être aussi à cause de ça que j'ai pas eu que des succès dans ma vie professionnelle. Mais je me suis imposé une rigueur. Le lundi matin, c'est pendant 3 heures, je suis sur l'ordinateur, je fais tout ce que j'ai à faire. En comptabilité, j'essaie d'être le plus carré possible parce que c'est comme ça qu'on réussit de toute façon. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent, mais c'est comme ça qu'on en perd. Donc, alors, il y a une petite question qui remonte un petit peu là-dessus. C'est est-ce que tu as été aidé pour monter ton business plan? Par qui? Et si tu pouvais parler de tes partenaires aujourd'hui, qui t'entoure en fait dans ton quotidien de chef d'entreprise? Cette entreprise-là, personne ne m'a vraiment aidé ou conseillé parce que c'était quand même, je crois que c'est ma 6e ou 7e entreprise, donc j'avais quand même quelques habitudes. C'est vrai que mes premières entreprises, j'ai été accompagné. J'ai été accompagné par Pôle emploi, j'ai été accompagné à l'époque par Armand Initiative. Il y a des vraies structures. Je pense que ma première boîte, j'avais dû aller voir la PGE à l'époque. Donc forcément, parce que et puis j'ai fait une formation comme beaucoup de personnes. J'ai fait une formation de créateur d'entreprise qui, même si ça semble un petit peu abstrait parfois, il faut vraiment la faire parce que c'est comme ça qu'on réussit aussi à valider ses projets. C'est comme ça. Et puis c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que je fais. Je me dis, ah oui, je me rappelle, on m'avait dit de faire ça, mais c'est vrai que c'est bien de le faire. Donc ça c'est aujourd'hui mes partenaires, en fin de compte, mes principaux partenaires, ça va être mes fournisseurs. Parce que une banque, quand on est dans la restauration, une banque, ça reste
toujours un petit peu conflictuel, parce qu'en général, les restaurateurs sont pas très vertueux niveau bancaire. Donc, c'est vrai que quand on nous appelle, c'est rarement pour nous proposer un placement de produit, c'est surtout pour dire vous êtes à découvert. Donc, moi, pour éviter tout ça, donc j'ai pris deux banques, une banque totalement en ligne et Conto, et une banque, une vraie banque, une banque institutionnelle. Et c'est vrai que je marche à 90% aujourd'hui en banque en ligne. J'ai plus besoin de la banque traditionnelle. Je la garde au cas où. Notamment, si j'avais eu besoin d'un PGE, j'aurais été voir ma banque traditionnelle, mais j'ai plus besoin d'eux, quoi. Alors, juste parce que je l'ai vu circuler dans le chat aussi, certains ne savent pas ce que c'est que le PGE. Tu peux l'expliquer en 2 mots? C'est un prêt garanti par l'État. Donc, c'est suite donc, au confinement. Ils nous ont proposé jusqu'à, il me semble, 20% de notre chiffre d'affaires. C'était sans garantie. Ça a permis pour certains, parce qu'au départ, on n'avait que 1 500 € d'aide. Donc, parfois, ça ne représente même pas le loyer. Donc, c'est vrai que ça a permis pour certains de s'en sortir. Ce que j'ai su dernièrement, c'est que 63% des PGE qui avaient été n'ont pas été du tout utilisés. Donc, c'est quand même que le français est quand même assez économe. Moi, je l'ai pas pris parce que j'en avais pas besoin, parce qu'avec mon modèle économique, avec l'emporté, ça suffisait pour faire vivre l'entreprise. Mes salariés étant en chômage partiel. Et puis, comme j'ai fait de l'autofinancement, donc j'avais pas de prêt. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple pour moi aussi de pas avoir recours au prêt garanti par l'État. Alors, juste parce que je vois là la question qui revient, en fait, tu parlais de formation à la création d'entreprise. Donc là, je vais peut-être répondre dans le chat, mais toi, tu avais fait quelle formation en fait C'était à l'AFPA que j'avais fait ça. Enfin, j'ai d'abord fait une session d'information à la CCI. C'était une demi-journée. C'était pour savoir un petit peu, voilà, pour nous expliquer un petit peu comment marchait la création, et puis pour valider quelque part ce qu'on a envie de faire. Et après, donc, j'ai fait une formation. Il me semble que c'était, je ne sais plus, c'était 5 ou 7 semaines. Ça date, hein, franchement, on parle des années 90. Ah, bon, ouais. Et c'était, il y avait une partie comptabilité qui était la moins marrante, mais qui m'a quand même servi. Qui m'a servi à lire un bilan, qui me sert quand même tous les jours. Tous les jours, savoir si mon entreprise gagne ou perd de l'argent. Parce que c'est pas parce qu'on fait du chiffre qu'on gagne de l'argent, bien évidemment. Donc voilà, ça m'a permis. Aujourd'hui, j'ai plein de petits tableaux de bord pour m'aider dans ma gestion quotidienne. J'ai des tableaux journaliers, des tableaux mensuels, et je pense que ça découle de ces formations-là. Ok. Alors pour info, la BGE organise aussi des formations à la création d'entreprise. En tout cas, vous pouvez demander à votre conseiller Pôle emploi référent. En fait, il y a des formations à la création d'entreprise qui sont financées et prises en charge par le Pôle emploi, donc n'hésitez pas. Je voyais qu'il y avait des questions aussi par rapport à la gestion du temps. Donc sur la gestion du temps, c'était comment tu arrives à concilier vie pro, vie perso avec ton activité. Il y a un truc qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est quand on a une entreprise, on n'a plus de vie professionnelle, on n'a plus de vie personnelle. C'est à nous d'essayer tant bien que mal d'avoir une vie personnelle, mais quand on a une entreprise qui est destinée au grand public, on rencontre toujours des gens qui nous connaissent. Quand on est dans un repas, même de famille, on parle toujours de notre business. Disons que moi, c'est peut-être la chose que j'ai le plus de mal à faire, c'est faire la part des choses. Moi, en général, je suis H24 dans mon entreprise, au moins mentalement. Alors, ça peut être un petit peu agaçant pour les gens qui partagent nos vies. Heureusement, moi, je suis avec quelqu'un qui a une entreprise aussi, donc c'est un peu plus simple. Mais même, ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a le temps, bien évidemment, il y a le temps passé à travailler. Ça, c'est pendant les services. Mais il y a aussi tout le temps à côté. Et puis le temps de création, parce qu'il faut aussi réfléchir à son entreprise. Une entreprise, on ne la crée pas juste à un instant T. Et puis voilà, c'est fait. Non, on la crée à un instant T. Et puis, il faut absolument aussi la faire évoluer. Souvent, on ne prend pas le temps. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut vraiment la faire évoluer assez rapidement parce que quand on n'est pas dans le bon créneau, quand on n'est pas dans le bon timing, c'est comme ça qu'on perd. C'est comme ça qu'on perd. Donc, moi, j'essaye toujours d'avoir un coup d'avance. Pas toujours évident, mais j'essaie toujours d'avoir un petit coup d'avance. J'ai compris ce qui marchait dans mon restaurant. J'ai compris ce qui ne marcherait jamais dans mon restaurant. J'ai compris ce que recherchaient les gens. J'ai compris combien ils étaient prêts à mettre. Et quand on a compris ça, du coup, on a quand même
des ficelles quand même pour réussir. Alors justement, quand tu parles de ce temps-là, de cette notion de temps, tu as ton métier, tu as tes services et des choses comme ça. Les gens, quand ils te réservent une table, ils le font parce qu'ils sont en train de boire l'apéro, c'est pas du tout des heures de travail, ou parce qu'ils y pensent, c'est un dimanche, par exemple, donc ils peuvent te solliciter sur Messenger ou sur ta page. Comment tu gères ça? Je me force aujourd'hui à plus répondre le dimanche. C'est ma. Ah, Ouais, parce que, bon, je publie mon menu emporté le dimanche soir à 18h, donc j'ai toujours un œil quand même sur les commandes, parce que comme je passe mes commandes le lundi, c'est toujours un risque, hein, parce qu'on ne sait pas combien on va faire, donc c'est toujours un risque. Mais aujourd'hui, disons, j'ai des messages qui vont de 7h le matin jusqu'à 2-3h le matin, même des coups de téléphone, parfois le dimanche à 22h, des choses comme ça. Disons qu'on a un transfert d'appel, mais c'est chronophage. Et puis dès que ça sonne, dès qu'on a une notification, notre esprit il est happé par ça, donc c'est un peu compliqué à gérer. Mais aujourd'hui, le dimanche, je me réserve quand même le dimanche quand même pour pas travailler, quoi. ok, merci. Donc du coup, tu sais que voilà, je connais ton parcours, tu as de belles réussites professionnelles, tu nous as parlé aussi de tes expériences de parcours, des expériences incroyables et atypiques. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as fait? Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'embaucher 5 personnes, de faire vivre 5 personnes, bientôt une 6e, parce que je suis en train de recruter aussi une personne en salle, une 3e personne en salle. Et c'est vrai que c'est vraiment le côté vraiment sympa, ouais, c'est le côté humain. Voilà, et puis partager l'aventure, parce que c'est une aventure qui pourrait être très très égoïste, hein. Et c'est vraiment une aventure. Et puis quand on fait partie de l'expérience brute, on est fier, on est content de faire partie de ça. Et je pense que c'est vraiment ça ma plus grosse fierté. Ok, merci. Je vois quelque chose qui circule aussi rapidement dans le chat, quelque chose qui revient par rapport à ton âge quand tu as démarré, donc que tu as démarré très tôt. 21 Est-ce ans. que, voilà, 21 ans, est-ce que ça t'a pas trop foutu la pression? Tu n'as pas connu beaucoup le salariat finalement, tu as connu que l'entrepreneuriat. Comment tu l'as géré en fait ça je pense que derrière la question, c'est 21 ans, on n'a pas encore de crédibilité par rapport aux partenaires ou par rapport à plein de monde. Comment tu l'as fait en fait? Comment tu as surmonté ça? Je pense que quand on est jeune, l'avantage, c'est qu'on ne réfléchit pas forcément à ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu tête brûlée. C'est vrai que ma première entreprise, j'aidais les gens à s'installer à l'étranger. Alors, je ne trouvais pas l'emploi, mais c'était toute la logistique à côté. À 21 ans, j'ai écrit des lettres à des ambassadeurs. J'ai été voir des consulats à Paris, tout ça. Je pense que il y avait énormément de bluff, il y avait énormément de. J'étais pas sûr de moi, mais je le montrais pas. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué la première entreprise. Puis avec l'âge, forcément, on prend aussi l'habitude. Et puis quand on n'a pas connu trop le salariat, on a aussi pas les mêmes barrières. C'est vrai que moi, mes premières entreprises, je me demandais même pas si j'allais gagner de l'argent, j'en étais sûr. Et ça n'a pas été toujours le cas, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc non, c'était dur. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont soutenu à l'époque-là. C'est vrai que je fais mes formations pour créer les entreprises. J'avais à l'époque, il y avait, ça s'appelait, je crois que c'était la bourse d'Effigen. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je l'avais obtenue. Donc c'est vrai que j'avais été sélectionné. Donc j'étais plutôt content. Donc tout ça m'apportait aussi un petit peu, valider un petit peu mon parcours et mon envie. Mais c'est vrai que ce n'était pas mon envie profonde d'être derrière un bureau à l'époque, mais je l'ai fait pendant quelques années. Même quand j'ai créé des sites internet, c'était pareil. C'était pas. Parce que à l'époque, je sentais plutôt la tendance et j'essayais de la suivre, quoi. Alors puisque tu parlais sous, il y a des questions en fait que j'ai vues apparaître dans le chat et j'en profite un petit peu. Alors, une première question, c'est peut-être par rapport à tes apports. Est-ce que tu peux nous donner à peu près une proportion en fait sur ce que tu as dû apporter en fait, voilà, un pourcentage. Ensuite, peut-être une question plus sur voilà, combien de temps il t'a fallu peut-être pour te dégager un salaire. Et l'autre, c'est par rapport, tu disais que tu as eu une liquidation à un moment donné dans ta carrière. C'est voilà, quelles conséquences ça a pu avoir et comment tu as fait pour absorber un petit peu
Voilà, les dettes que tu pouvais avoir. Il y a beaucoup de questions. Hein. Non, mais c'est des questions légitimes, c'est des questions qu'il faut se poser de toute façon. Donc, ma première affaire, bon, c'est un petit restaurant, donc c'est ça aussi l'avantage. J'ai pas eu besoin d'avoir énormément, j'avais un faible loyer. J'ai dû investir, ça devait être de l'ordre de 18 000 euros. J'ai fait aussi des crédits fournisseurs du coup parce que bon pour acheter la vaisselle, pour acheter tout ça, vu que j'avais déjà monté des restaurants, j'ai été à mes fournisseurs, j'ai dit je te prends ça, je te paierai en plusieurs fois pour le fourneau, pour choses comme ça. J'ai réussi. C'est une affaire qui a dû me coûter autour de 25 à 30 000 euros. J'ai dû mettre de ma poche environ 10 000 euros. J'ai dû avoir l'équivalent de 6 000 à 7 000 euros de l'acre. Et après, du coup, c'est mes fournisseurs avec des pré-fournisseurs parce que je connaissais depuis des années et des années. Parce que quand notamment j'ai fait une liquidation, j'ai pas laissé un euro, je ne devais pas un euro à aucun de mes fournisseurs, ce qui m'a permis aussi, quand j'ai remis le pied à l'étrier, ils m'ont fait confiance. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le salaire. Le salaire du chef d'entreprise. Grande question. J'ai attendu une petite année. L'avantage de la restauration, c'est qu'on peut manger sur notre entreprise. Ça, c'est qui rentre bien sûr dans la rémunération. On peut manger pour l'entreprise. On a un téléphone portable professionnel qui nous sert personnellement. Enfin, là, bon, on réussit. Donc, je me suis fait très très peu de salaire au départ parce qu'on a tous peur d'une chose, malgré l'acre, c'est le fameux RSI maintenant, donc l'URSSAF. Donc, on a toujours un petit débord de quasiment entre 12 et 24 mois. Donc, voilà. Aujourd'hui, je me fais un salaire correct. Je l'ai un petit peu mis entre parenthèses parce que Covid oblige. Mais disons qu'avec une gestion sérieuse, au bout de 6 mois, on peut déjà commencer à se faire un salaire qui nous permet juste de payer nos charges, pas plus, quoi. Et sinon, la troisième question, c'était par rapport donc, à la liquidation. Alors ça, c'est quelque chose de très compliqué à gérer parce que moi, j'ai liquidé en 2016. Et bien évidemment, en général, on a de RSI à payer, on a plein de choses à payer. Et j'ai fait comme on devrait normalement faire. J'ai été voir les gens à qui j'avais de l'argent et j'ai fait des échéanciers. Ça m'a coûté 3 ans et demi de ma vie, donné énormément d'argent tous les mois. Mais voilà, et aujourd'hui, j'ai encore, parce que j'étais cautionnaire de mes prêts, j'avais mur et fonds. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je gère encore tous les jours cette grosse épine dans le pied. Mais comme je sais que j'ai une entreprise qui génère quand même de l'argent, comme je sais que je suis quelqu'un qui ne m'abat pas facilement, donc je vais continuer. Puis j'en ai encore pour quelques années à régler les dettes, on va dire, bancaires des cautions. Justement, tu parles, donc on parle sous. Moi, j'avais une question à te poser, d'ailleurs, qui n'était pas dans ce qu'on avait imaginé, mais j'ai envie de te la poser. Politique tarifaire, tu connais le marché, la concurrence, les prix que les gens sont prêts à mettre dans, on va dire, quelque chose peut-être conventionnel. Comment toi, tu l'as géré? Ça a été quoi ta stratégie? Et est-ce que ça s'avère payant ou est-ce que c'est un frein? Alors moi, au départ, mes tarifs n'étaient pas assez élevés. Et je m'en suis aperçu parce que j'avais la clientèle que je ne souhaitais pas avoir. C'était pas de la mauvaise clientèle, loin de là. Mais c'est vrai que du coup, c'était des gens qui recherchaient pas forcément à venir manger chez moi, mais vu qu'on parlait beaucoup de moi, c'était cool de venir, c'était pas trop cher. Donc ça allait. Quand j'ai augmenté mes tarifs, j'ai récupéré la clientèle que je souhaitais. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient beaucoup plus éduqués au niveau goût, qui venaient vraiment pour une expérience, pour partager quelque chose. Parce que moi, avoir quelqu'un qui me dit « mais vous faites pas de frites », ça m'intéressait assez moyen, en fin de compte. Puis je trouve on est capable, un steak frites, on est capable d'aller en manger à peu près n'importe où. Donc c'est vrai que moi, c'était plus ce positionnement-là. Tarifairement, je sais à peu près ce que les gens sont prêts à mettre. Donc je suis quasiment au maximum de ce que les gens sont prêts à mettre aujourd'hui. Donc parce qu'ils ont aussi conscience d'où viennent mes produits. Ça c'est important parce qu'il y a une tranche de la population qui de toute façon continuera dans la malbouffe, tout ça. Là, c'est un combat un peu perdu pour moi. Et sinon, ceux vraiment qui sont intéressés par les produits locaux, par toutes ces choses-là, du coup, ils viennent chez moi, ce qui leur permet d'avoir une expérience un peu gastronomique, mais sans non plus mettre les mêmes prix qu'un restaurant gastronomique.
Donc, c'est vrai que voilà un petit peu comment moi j'ai géré. J'ai voulu faire un entre les deux. Et ça t'embête de nous dire à peu près le panier moyen de tes clients dans… Excusez-moi. Entre une quarantaine d'euros, avec donc un menu, donc amuse-bouche, entrée, plat, avant dessert et dessert, et avec de l'alcool. C'est ce qui va faire la différence, c'est ça, quoi. C'est mettre vraiment, c'est l'alcool qui va faire un gros ticket moyen ou un petit ticket moyen. Alors, quand tu dis alcool, en fait, c'est la bonne bouteille de vin, en général, chez toi. Oui. Et oui, effectivement, je pense que ça y est aussi dans les produits additionnels de ce qu'on peut mettre dans stratégie, de faire monter un petit peu le panier, mais c'est aussi cohérent avec ce que tu proposes. Tout à fait. Puis enfin déjà, moi, je propose énormément de vin au verre déjà, parce que je trouve que c'est déjà une bonne alternative. C'est vrai que le vin, avant, tout le monde se disait que les restaurateurs, c'est là où ils gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, le vin, c'est plus là où on gagne de l'argent. C'est vraiment dans nos menus. C'est vrai que les vins, aujourd'hui, une bouteille qu'on achète 10 euros, on va pas pouvoir là, parce qu'il faudrait faire un coefficient de 4 sur le vin. C'est impossible de la vendre 40 euros. On sait bien qu'on va la vendre entre 25 et 30. Donc, de toute façon, nos marges, elles ont été vraiment rognées avec l'augmentation des tarifs, l'augmentation du verre, l'augmentation du vin. Enfin bon. Donc aujourd'hui, notre modèle économique, c'est pas forcément basé que sur la vente additionnelle. C'est vraiment, il faut déjà être rentable sur notre proposition de base. Le menu de base, il est à 32 euros. Il faut absolument qu'on soit rentable là-dessus. C'est là-dessus qu'on va gagner de l'argent. Et justement, ça me permet de rebondir aussi. Donc, tu avais précédemment un autre type de restaurant. Tu as changé pas mal de choses. Est-ce que tu as réalisé une étude de marché spécifique pour ce nouveau, au-delà du feeling que tu sentais? Est-ce que tu as creusé la question ou est-ce que tu es allé en disant, voilà, je sais, j'y vais et advienne que pourra? J'ai fait l'étude de marché. Je connaissais bien la restauration sur Saint-Brieuc, bien évidemment, pour l'avoir pratiqué en long, en large, en travers. C'est vrai que j'ai regardé ce qui existait et ce qui n'existait pas. J'ai regardé ce qui existait, notamment à Rennes. C'est vrai qu'à Rennes, il y avait une belle offre de restauration, un peu comme je fais aujourd'hui. Et c'était pas présent à Saint-Brieuc. Donc après, il fallait se poser les bonnes questions. Est-ce que c'était pas présent parce qu'il n'y avait pas d'envie? Ou est-ce que c'était pas présent? Il y avait de l'envie, mais personne ne souhaitait investir dans le centre pour faire un restaurant, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai quand même bien étudié la question. J'ai pas pris énormément de risques non plus, parce que au départ, j'avais qu'un salarié. Enfin, bon, c'était quand même, les risques étaient quand même vraiment mesurés. Mais j'ai vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment adapté mon offre aussi au fur et à mesure du temps. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas un objet figé. C'est un objet qui évolue, c'est un objet, et souvent il évolue même. En fin de compte, moi, s'il a évolué, parce que je fais une cuisine parfois avec des présentations assez spectaculaires, et c'est vrai que il a évolué parce qu'un jour j'avais tellement pas d'idées que j'ai trouvé dans mes placards, parce que j'achète énormément de choses, j'ai trouvé dans mes placards un truc qui était un peu sympa, que j'avais déjà fait avec un œuf qui cuisait sur table et tout ça, devant la personne. Et du coup, c'est ça qui m'a dit, je me suis dit, il va falloir qu'on travaille cette veine-là, et dès qu'on a apporté un petit peu plus de spectaculaire dans l'assiette, en termes médiatiques, en termes de renommée, ça a été assez important. Et du coup, tes concurrents, ils ont réagi comment? Moi, j'ai pas de concurrent dans mon panier moyen, enfin dans ma cible. J'ai pas de concurrent. Soit il y a des restaurants étoilés ou gastronomiques, et eux, il faut qu'ils suivent des codes. Ils ont des codes, parce qu'il y a, dans la gastronomie, il y a plein de codes. Moi, je m'en fiche des codes. Si le poisson, j'ai envie qu'il soit à gauche plutôt qu'à droite, ou si la sauce, tout ça, moi, peu m'importe. Et sinon, à Saint-Brieuc, il y avait une offre de brasserie, de restauration, je dirais, spécialisée, des restaurants orientaux, indiens. Et tout. Donc, moi, c'était pas vraiment non plus la concurrence. Et moi, je la vis jamais comme de la concurrence. Non, mais la concurrence peut être positive, hein. En plus, comme je te connais un petit peu, en fait, moi, ce qui m'impressionne chez toi, c'est qu'en fait, tes concurrents, tu les connais tous, tu les salues tous, tu leur dis bonjour, tu te renseignes de comment vont leur business. Et il y a vraiment une entraide entre vous sur les astuces qu'il peut y avoir, sur les trucs du moment. Donc, la concurrence selon moi, peut être vraiment une bonne chose. C'est pas forcément négatif.
C'est juste de connaître aussi. Tout à fait, mais c'est une certaine chose la concurrence. Moi, j'ai un de mes concurrents, il est à environ 50, il était à environ 50 mètres de chez moi, parce que du coup, il a déménagé. Et c'est vrai que on travaille les mêmes produits parce qu'on travaille des produits de saison. Mais on ne les travaille pas du tout pareil, on a chacun nos sensibilités. Je lui ai envoyé la clientèle, il m'en a envoyé aussi. Voilà, je pense qu'il y a vraiment, on a des métiers où il y a la place pour tout le monde. Et que si on commence à considérer la concurrence comme un risque, bah, c'est qu'on n'est pas sûr de son produit déjà. Donc, tu es en train de dire que la concurrence, elle est plutôt saine, en fait. Ah, bien sûr, il faut la concurrence. Parce que sinon, on se repose sur ce qu'on sait faire. Moi, je sais, si demain, il y a des jeunes qui viennent à Saint-Brieuc pour qu'un restaurant, un petit peu semi-gastro, machin, je serai très attentif à ce qu'ils font. Bien évidemment, parce que ça me remettra une piqûre de rappel, parce qu'on a toujours des piqûres de rappel. Le Covid nous a été une très bonne piqûre de rappel en disant que rien n'était, on pensait, voilà, rien n'était éternel et que ce qu'on pensait acquis, c'était pas acquis. Donc, il faut toujours se remettre en cause, tout le temps. Est-ce que comment tu as fait ton étude de marché, toi, ou est-ce que il y a une question qui revient un peu par rapport à ça, l'outil, la démarche que tu as eue pour réaliser ton étude? J'ai pas vraiment utilisé un outil parce que c'est vrai que je connaissais vraiment bien ce milieu-là. Si j'avais pas connu ce milieu-là, j'aurais sûrement été voir les études qui sont disponibles de la CCI ou des choses comme ça. Voilà, on peut quand même avoir des chiffres avec l'Office du tourisme, des chiffres avec avec les affaires économiques de la mairie. On peut quand même avoir le nombre de restaurants, avoir peut-être le chiffre d'affaires moyen, des choses comme ça. J'ai pas fait trop ces démarches-là parce que je connaissais quand même, pour avoir été commerçant à Saint-Brieuc pendant 7 ans avant, c'est vrai que je connaissais quand même bien ce domaine-là. Mais quand on connaît pas trop un domaine, il faut vraiment se renseigner. Donc, c'est surtout ta connaissance du terrain, du secteur et du marché qui a fait que tu t'es lancé là-dedans. Ah oui. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, de voir un petit peu, ce serait quoi, toi, la démarche qui serait, avec toutes les expériences que tu as eues, aujourd'hui, tu refais quelque chose pour éviter peut-être certains déboires que tu as pu avoir ou qui étaient peut-être nécessaires pour faire autre chose. Hein. Des fois, les expériences, elles servent à ça aussi. Hein. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie expertise professionnelle sur ce qu'on a envie de faire. C'est que si on ne maîtrise pas professionnellement le métier dans lequel on veut se lancer, ça peut être compliqué. Moi, mon premier restaurant, je l'ai créé, j'avais mon diplôme, donc j'avais mon CAP et BEP cuisine, que j'avais fait donc en 8 mois avec le Greta. Et j'ai eu mon diplôme et le lundi, j'ai ouvert mon premier restaurant. Donc, quelques jours après l'avoir obtenu, c'était du grand n'importe quoi. J'ai failli aller au mur plusieurs fois. J'ai réussi parce que je suis courageux, parce que je suis malin, parce que j'étais aussi bien entouré, parce que c'est la force de travail qui fait qu'à un moment donné, on continue malgré tout. Mais vraiment avoir un vrai savoir-faire. Parce que déjà, on peut se reposer là-dessus. Parce que déjà, quand on doute de ce qu'on sait faire, pour proposer aux autres, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'au moins, là, on réussit quand même à avoir une bonne maîtrise et le reste vient, logiquement. Tu as des sources d'inspiration, des exemples que tu vas chercher qui te reboostent ou pas? Comment tu t'y prends? Non, j'ai pas de modèle, ni en cuisine, ni dans la vie. Il y a pas des, je vais pas lire des trucs du Dalai Lama. Je vais pas me plonger dans des bouquins de réflexion, de recherche introspective. Hein. C'est ma motivation. Je suis quelqu'un qui est toujours d'humeur égale, qui est toujours un petit peu motivé pour un oui, pour un non. Donc c'est plutôt là-dessus que je me repose. Et puis quand j'ai des moments de doute, parce qu'on a tous des moments de doute, tous des moments où on a envie parfois d'arrêter, je me replonge un petit peu d'où je viens, le parcours que j'ai fait, et je me dis, allez, voilà, on n'est pas encore arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, donc on continue, on lâche rien. Ok. On pose la question dans le chat aussi de quelle expérience minimum tu conseillerais d'avoir pour se lancer dans un projet comme le tien? Moi, vraiment, au moins une année quand même.
Et si quelqu'un veut créer un restaurant et qui n'a pas forcément de, je dirais, de diplôme ou d'expérience, il faut déjà qu'il essaye de passer vraiment un diplôme. C'est pas pour avoir un diplôme, mais déjà, bon, on a quelque chose, on a au moins les bases. Et après, aller travailler chez les autres, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. On regarde ce que font les autres. On se dit, bah, moi, quand je serai à mon compte, ben, je ne ferai pas ça comme ça. Ou alors, au contraire, je ferai ça comme ça parce que je trouve ça très, très malin. Il faut avoir une bonne expertise quand même. Parce que être à son compte, c'est bien. Être indépendant, c'est bien. Mais on n'est pas si indépendant que ça. Être indépendant, c'est un terme. Mais on a au-dessus de nous, on a toujours et l'administration fiscale et le banquier et nos clients. Et on ne fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut. On peut se donner la liberté. Mais si on ne se lève pas le matin, le boulot ne se fera pas. Si on n'est pas motivé, ça ne se fera pas. Si on se laisse aller, ça ne le fera pas non plus. C'est vrai qu'il faut toujours être vigilant, se remettre les objectifs qu'on avait dès le départ. Moi, souvent, ce que je fais, c'est j'ai toujours un bloc-notes et je note un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que mes objectifs, je les mets et puis je laisse parfois ce bloc-notes, quand il est plein, je le laisse un petit peu traîner. Et puis, quelques mois après, je le reprends et je regarde un petit peu où j'en suis. Les objectifs que je m'étais fixés. Quand on a été fermé la deuxième fois, donc le 28 octobre, j'ai réuni tout mon personnel et je leur ai fait la liste de tout ce qui n'allait pas au restaurant. Il y avait 190 points. Donc, ça allait de la prise qui était de travers je dirais, à des toutes petites choses en service. Et là, aujourd'hui, j'ai repris cette liste, j'ai barré tout ce qu'on avait fait. On a fait 150 points sur 180 et les autres seront faits quand on rouvrira. Donc ça c'est important vraiment de ne pas lâcher ses objectifs. C'est-à-dire vraiment de les noter noir sur blanc et au bout de 5-6 mois de création de sa boîte, on reprend et on se dit, est-ce que j'avais bien visé? Est-ce que je fais vraiment ce que j'avais envie de faire? Est-ce que je me fais plaisir en travaillant? Ça, c'est important, la notion de plaisir. Parce que c'est à nous de motiver les autres. Les autres ne sont pas là pour nous entendre. Je vois bien avec le Covid, aujourd'hui, un client sur un, aujourd'hui, quand il vient de me voir, mon pauvre, vous êtes fermé, c'est pas facile. Si on rentre dans ce jeu-là, c'est foutu. Il faut, au contraire, on leur dit qu'on préfère rester fermé pour l'instant, qu'on verra dans de bonnes conditions, qu'on se prépare. Voilà, là j'ai arrêté l'emporter pendant une semaine pour travailler sur ma nouvelle carte, faire des essais, des choses comme ça, finir avec certains travaux, certaines choses. Et pour montrer qu'on est toujours, parce que les moments où on a un peu moins la patate, ça permet justement de souffler un petit peu et de se remettre à l'essentiel, c'est-à-dire tenir une casserole. Et parce que quand on te connaît, tu as toujours le smile, tu es toujours de bonne humeur, on a l'impression que tout va bien. Ça, c'est aussi, je pense, une particularité pour les chefs d'entreprise qui réussissent, c'est de faire aussi la part des choses, notamment par rapport aux clients ou par rapport aux gens qu'on peut croiser. Oui, on a tous des déboires, mais voilà, il faut garder une image positive. Tu es d'accord avec ça ou pas? Ah oui, parce que de toute façon, il y a les cercles vertueux puis il y a les cercles vicieux, quoi. Et quand il nous arrive, on a tous des moments là, la semaine dernière, et mon chauffe-eau au restaurant a claqué et mon lave-vaisselle a claqué la même semaine. Donc on sait que ça va être des investissements, ça va être encore des choses, du temps. Puis on se dit bon, qu'est-ce que c'est là? C'est que du matériel, on va faire face. Et puis surtout, voilà, on va se remotiver sur autre chose. Il faut vraiment se dire que les bonnes choses, on en amène toujours des bonnes et les mauvaises, toujours des mauvaises. Et il faut bien s'entourer. Parce qu'il y aura toujours des gens pour vous dire non, de ne pas créer, c'est dangereux, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, mais enfin voilà. Et puis comment on va faire pour vivre et comment. Il ne faut pas se poser ce genre de questions. C'est vrai qu'il faut être bien entouré. Moi, je suis issu d'une famille de fonctionnaires. Donc, je suis le seul à avoir mon entreprise. Je pense que toute ma famille s'est fait des cheveux blancs pour moi pendant des années. Aujourd'hui, ils sont plutôt contents. Mais voilà, j'ai écouté les autres pour certaines choses. Et parfois, il faut savoir aussi fermer les oreilles. Voilà, il faut prendre le positif. Il faut mettre le négatif un peu de côté, sauf quand on est en réflexion sur le projet qu'on veut faire, où le négatif, il faut l'écouter. Là, il faut l'écouter. Mais par contre, il faut que le négatif vienne de personnes positives. D'où l'importance de trier. Voilà. C'est important d'être parce que sinon on a mille raisons, de s'arrêter. On a mille raisons de s'arrêter. Donc. J'ai une question dans le chat qui m'interpelle. Est-ce que tu as déjà envisagé ta retraite?
et sous quels aspects? Comment tu l'imagines? Alors, ma retraite, c'est… déjà, quand on est indépendant, on sait qu'on va avoir une retraite mirobolante, déjà. Ça va être… moi, j'avais fait un calcul, je crois que ça devait être autour de 500-600 euros par mois. C'est d'ailleurs même pas un loyer. Quand on a eu en plus un petit échec comme moi j'ai eu, où on s'est un peu pris les pieds dans le tapis, c'est des années de retard. Donc moi, je pense que moi, ma retraite, ça sera sûrement une retraite en Bretagne, sûrement derrière les fourneaux, le plus longtemps possible, parce qu'aujourd'hui, vendre une affaire, c'est très compliqué. Parce qu'il faut juste aller voir une banque pour comprendre. Hein, quand vous êtes du CHR, donc café, hôtellerie, restauration, vous allez voir une banque, c'est clairement pas possible aujourd'hui de dire je vais ouvrir un restaurant. On va vous dire c'est bien, mais c'est très 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 compliqué. Donc voilà, pour l'instant, ma retraite, je l'envisage pas parce que je suis très très jeune encore. Et je me dis je pense que je m'arrêterai quand j'aurai décidé. Mais ça sera sûrement une retraite active parce que quand on a été actif toute sa vie, on ne peut pas couper du jour au lendemain, quoi. Donc, une autre question, donc là, qui est plutôt sur tes salariés. Comment tu fais pour recruter? Est-ce que tu as des critères en particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui est tendance en ce moment avec… Alors, il y a deux questions. Il y a en général et avec la conséquence Covid qui est particulière en ce moment. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Moi, je recrute vraiment au feeling. Je regarde un petit peu, bien évidemment, c'est la personne. Surtout, cuisine salle, c'est quand même une première expérience. Je propose un CDI direct pour une simple raison, c'est qu'un CDI, ça se casse très rapidement. Alors qu'un CDD, quand on a choisi la mauvaise personne, ça peut être très compliqué. Donc, et puis, moi, je dis, on fait ses preuves au travail sur le tas. Donc, de toute façon, on pourra avoir le meilleur CV du monde, avoir toutes les jolies lignes, avoir un CV magnifique. Si on n'est pas capable de produire ce qu'on nous a demandé, c'est inutile. Donc, moi, j'ai une équipe plutôt jeune, principalement féminine, parce qu'en cuisine, les hommes, je suis un peu moins fan. C'est plus macho. J'aime pas cette ambiance-là. Moi, j'ai été élevé par des femmes, donc c'est vrai que ça me semble plus naturel. Je regarde surtout la motivation pour rejoindre l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment des gens motivés, notamment quand on reçoit une lettre de motivation et quand on voit simplement que c'est une lettre qui a été copiée et juste signée en bas, ça m'intéresse que très très moyennement. S'ils connaissent pas mon affaire avant de venir me voir, je vois pas l'intérêt de vouloir postuler absolument, c'est-à-dire vouloir passer 7 heures par jour, 5 jours par semaine dans une entreprise qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, je ne sais pas comment on peut postuler comme ça. Et puis voilà, puis c'est la confiance. Et puis après, quand on est manager, on est là aussi pour faire évoluer les gens. Essayer vraiment de déterminer où ils en sont, qu'est-ce qu'on pourra leur faire faire, qu'est-ce qu'on ne pourra jamais leur faire faire, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, et puis faire confiance, déléguer. Déléguer, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est le truc le plus compliqué au monde, c'est déléguer. Alors, il y en a certains qui savent très bien le faire, et c'est les personnes qui tiennent en général une boîte pendant 1 an. Parce qu'elles ont confondu le chef. Je suis chef d'entreprise, donc je suis là pour donner des ordres. On n'est pas là pour donner des ordres, on est là pour montrer l'exemple. On arrive le premier, on part le dernier, on montre qu'on est plus rapide, on montre qu'on est plus efficace. Et c'est par l'exemple. Et le management par l'exemple, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que ça force le respect. Ça force le respect du salarié qui dit moi, mon patron, il envoie. Donc, c'est déjà ça. Et c'est vrai que si on est là pour avoir des employés pour se dire j'aurais des employés comme ça, moi, j'aurais moins de choses à faire, c'est là, il faut vraiment pas monter d'entreprise. Parce qu'on va vous retrouver très vite à Pôle emploi. Et parce que justement, être chef d'entreprise, c'est 20% de bonheur, 80% d'emmerde quand même. Parce que malgré tout. Oui, parce que quand j'ai repris au mois de juin, quand j'ai repris la restauration, je me suis retrouvé, on a bien travaillé 1 semaine. Au bout d'1 semaine, j'ai eu un arrêt de ma serveuse, un arrêt de mon apprenti. Je me suis retrouvé avec simplement une salariée à l'époque. Elle arrive à 16h au restaurant, elle me voit faire les toilettes, elle me fait « il doit y avoir un souci ». Je dis « oui, on n'a plus personne là ». Donc, on a des arrêts, donc il va falloir travailler malgré tout, parce qu'on avait quand même de la demande. Donc, il a fallu faire face à ça, quoi. Et manager, c'est ça, hein, c'est recruter, c'est licencier, c'est conseiller, c'est faire évoluer. C'est un moment de dire aussi à une personne, je pense que tu as tout appris ce que tu avais à apprendre ici,
peut-être bien que soit que tu montes ta boîte ou soit que tu vas y voir ailleurs parce que parfois, quand une personne est plus trop motivée, ça ne sert à rien à garder. Dernière question autour des sous, parce que je vois l'heure qui file. Donc, en termes de conseils, hein, donc il y a une question qui revient, c'est combien de mois de fonds de roulement ou trésorerie tu penses qu'il est correct de garder pour commencer une aventure en restauration avec une référence qu'on parle souvent de 6 mois. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas Alors pour moi, ça c'est dans l'idéal, bien évidemment, mais ça ne se passe jamais comme ça. Parce que si demain vous montez une affaire, vous avez 100 000 € de budget, votre affaire, vous gardez 6 mois de trésorerie, vous pouvez être quasiment sûr que de toute façon, vous allez toujours avoir des achats qui n'étaient pas prévus, vous allez avoir des retards dans les travaux qui vont vous coûter de l'argent. C'est très, très compliqué. L'avantage de la restauration, c'est qu'on a des revenus immédiats. Je parle des revenus pour l'entreprise. C'est vrai qu'on achète notre marchandise. Après, on peut négocier sur les payer tout de suite, pas tout de suite. Voilà, moi, je paye. Tous mes producteurs sont payés au moment où ils me livrent. Ils partent de l'entreprise, ils ont le virement exact de la somme que je leur dois, parce que ça m'a sauvé pour le premier confinement. Je crois que je continuerai comme ça. Mais 6 mois, c'est vrai que c'est l'idéal, mais ça ne se passe jamais comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça parce que déjà, si on réussit, normalement, chaque jour, on fait du chiffre d'affaires. Il faut avoir un peu de trésorerie, bien évidemment, mais 6 mois, c'est pas nécessaire. Pour moi, si on a 2-3 mois d'avance, ça permet quand même de voir les choses venir. Ça permet aussi parfois de valider un projet ou s'apercevoir qu'on a filé dans le mauvais chemin. Donc, mais quand l'étude de marché est bien faite, quand on a les capacités professionnelles, comme je disais tout à l'heure, de réaliser quelque chose, et c'est pas juste, j'aime bien cuisiner pour les copains, donc je vais voir un restaurant, ça c'est les gens qui font ça, il faut vite qu'ils oublient. Après avoir un peu de trésorerie, c'est un plus, bien évidemment, parfois c'est quasiment une année d'avance, parce que quand on n'a pas de trésorerie, on fait quoi? On la crée au même moment où on exploite, et ça peut rester très très compliqué. Ça peut rester très compliqué parce qu'on peut avoir tous et des boires, une machine qui casse, quoi que ce soit. Donc 2-3 mois d'avance, un projet qui est bien ficelé, surtout qui est bien ficelé, qui est bien pensé. Il faut que tout soit à sa place, que la carte soit faite, que tout soit fait. Et normalement, si on est professionnel, si on a fait une bonne étude de marché, si on a un petit peu d'argent, logiquement, ça devrait bien se passer. Et ne jamais, bien sûr, donner des postes à responsabilité à des gens qui vont prendre le dessus sur nous. C'est-à-dire que quand on veut créer un restaurant, on n'embauche pas un chef cuisinier, on est chef cuisinier. Quand on ne laisse pas sa salle à une personne si on n'a pas des yeux derrière la tête. Maintenant, j'ai des yeux, parce que je suis tout seul, j'ai des yeux derrière la tête. Aujourd'hui, je gère absolument tout parce que voilà, c'est pas possible de créer un garage et se dire je vais prendre un mécanicien parce que moi je sais pas faire, mais par contre je sais bien conseiller pour les pneus, quoi. Non, il faut vraiment maîtriser de A à Z. Donc là, on arrive quasiment à la fin de ce webinaire. Donc, si j'entends bien, ta dernière remarque, c'est de dire aussi qu'il faut savoir bien s'entourer. Moi, j'aurais une dernière petite question qui est par rapport, en fait, justement, au fait de s'entourer et au réseau. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas issu d'une famille de chefs d'entreprise, mais plutôt de fonctionnaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, en fait, pour développer ton réseau ? Aujourd'hui, je développe mon réseau. C'est beaucoup au travers de ma clientèle, c'est clair. Je suis à l'Office du tourisme de Saint-Brieuc. Je suis rentré au conseil d'administration. Ça a permis de développer un certain réseau. J'ai participé à un concours culinaire que j'ai gagné. Ça m'a permis de rencontrer des gens. Mes fournisseurs, ils me présentent d'autres fournisseurs, d'autres petits producteurs. Ça me permet vraiment Et puis, j'accueille des clubs de gens d'affaires. On réussit. Disons que tisser un réseau, c'est quelque chose d'extrêmement important, et ça passe par la communication, essentiellement. C'est-à-dire, faut pas quand on rencontre quelqu'un, quand on sait qui il est, il faut aller directement dessus, dire voilà, je sais qui vous êtes, j'aime bien ce que vous faites, on s'échange nos coordonnées. Un jour, il peut me servir, comme moi je peux lui servir. C'est souvent moi qui sert dans un restaurant. Et c'est vrai qu'il faut vraiment tisser un réseau. Il faut surtout pas rester seul. Et quand on n'a pas de réseau, il faut s'entourer de professionnels de la création ou de professionnels de l'entreprise autour. Mais petit à petit, un réseau, c'est très long à tisser. C'est très long à tisser, mais c'est essentiel. Ne jamais se retrouver seul. Donc là, tu as bien conscience qu'avec
le témoignage que tu nous as apporté aujourd'hui, à parler de ton projet, de ton entreprise, de tout ce que tu fais. Il va y avoir plein de curieux qui vont aller sur ta page, qui vont te liker, qui vont te demander en contact. Donc, vous excuserez s'il ne peut pas répondre à tout le monde tout de suite. C'est un phénomène qui arrive systématiquement. Donc, voilà, sois pas surpris d'avoir des retours voilà, de gens qui vont peut-être venir te questionner sur ton expérience. Et comme je te connais un peu, je sais bien que dès que tu auras un moment, tu leur répondras du mieux possible. Bien évidemment, on sera là pour les conseiller, pour les guider et pour, si je peux donner des réponses, si je peux les faire avancer, ce sera avec plaisir. Merci, je pense Estelle qu'on est arrivé au bout. Je n'ose plus trop poser de questions. Parce que je me dis on va déborder. Pourtant, il y en a 1000 questions. J'aurais tellement de choses à parler de ce que tu as fait. Merci beaucoup en tous les cas Jean-Jacques de ta participation. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est Brut le restaurant Jean-Jacques Montfort. Je vous invite à aller voir parce qu'il a aussi une stratégie de communication que je trouve qui est très cohérente en fait avec ce qu'il a travaillé sur l'image de ses produits. Il a travaillé la qualité de ses produits, mais il a aussi travaillé sa communication. Et c'est tout un ensemble. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Estelle, si tu avais quelque chose à rajouter. C'est ce que j'allais dire, du coup. J'ai eu une coupure de réseau, en fait, entre-temps. Mais je vois qu'il y a beaucoup, en tout cas, de remerciements dans le chat et dans les questions. Donc, en tout cas, c'était un beau témoignage. Merci, Jean-Jacques. Merci. Et bonne journée à tous. Et puis, on se retrouve en rendez-vous individuel bientôt. Merci. Et il y aura un prochain webinaire qui sera aussi sur le réseau de nouveau. Donc, on vous donnera les informations pour les dates. Tu as la date ou pas? Oui. Le 27 mai. 27 mai, voilà. Merci à tous. Au revoir.